Alors, ce soir, je vais vous parler donc des villes neuves françaises à l'époque moderne, modèle, typologie et rayonnement. Alors, l'époque moderne et Renaissance, ce qu'on appelle Renaissance baroque ou en France, l'âge classique, et ça peut, dans certaines définitions, aller jusqu'à la Révolution française. Moi, je vais me cantonner au XVIe et XVIIe siècle aujourd'hui. Et avant de commencer à parler du sujet, je vais juste faire une très rapide rappel pour faire une liaison entre ce qui a été dit la dernière fois par Gilles Séraphin, qui a été passionnant, sur les Bastides, pour vous replacer un peu dans le contexte de l'époque moderne en France. Parce que, à la différence des Bastides, numériquement, il y a beaucoup moins de villes neuves en France construites. On a nommé 300 à 500 peut-être au début du XIIIe et jusqu'au milieu du XIVe siècle. Et aussi fait par des puissances assez, qu'on peut nommer comme les comtes de Toulouse, tandis que à l'époque moderne, il y a, je sais pas, j'ai pas fait le compte, mais moins de 50 pour 2 siècles de villes neuves. Alors l'explication est très simple, c'est qu'à l'époque moderne, le maillage des villes est déjà très bien défini en France et on a suffisamment de quoi faire avec les villes préexistantes sans en créer des nouvelles aussi quantitatives. Mais ce ne veut pas dire que ça n'a pas un intérêt pour réfléchir à la ville. Il faut juste essayer de voir ça dans le contexte plus général et d'essayer de comprendre aussi, mais je crois que même pour les villes médiévales, c'est pareil, qu'il y a un dialogue entre les villes préexistantes et les villes neuves. On peut pas regarder ça que comme un phénomène abstrait ou séparé. J'ai ce soir le plaisir de vous parler juste des villes neuves et la prochaine fois, Michael Darin va vous expliquer peut-être le contexte ou le dialogue plus en profondeur avec les villes, ce que j'appelle les villes préexistantes. Alors juste pour venir à des définitions, pourquoi est-ce que j'ai dit ville neuve et pas ville nouvelle? Alors j'ai fait une recherche dans les dictionnaires historiques, les Littré, le dictionnaire de Furetière du XVIIe siècle pour essayer de comprendre. Et en fait, dans le dictionnaire très récent, souvent le mot ville neuve et ville nouvelle sont interchangeables. Mais je préfère utiliser le terme ville neuve parce que ville nouvelle prête à penser à ce phénomène des années 60 dans la région parisienne, ou même ça s'est passé aussi à Londres aussi, dans l'après-guerre, il y avait des villes nouvelles. C'est un phénomène bien précis. Et du coup, on est en train de se définir par rapport à ça. Et c'est un peu à côté du sujet. C'est un sujet, mais c'est pas tout le sujet. Et à l'époque... mais le mot neuve, bon, ça se complique un peu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ville neuve pouvait aussi s'utiliser pour un quartier neuf, dans une ville préexistante comme la ville neuve Saint-Germain. Et d'ailleurs, il y a un livre écrit il y a quelques années par Deroux, et il utilise l'expression ville neuve pour extension et ville complètement construite ex nihilo. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait serré, et c'est peut-être parce qu'il y a une certaine ambiguïté pour l'époque qu'on va tenter, à la différence des Bastides ou des villes créées par l'Empire romain. Donc j'ai fait une tentative de définition. La ville neuve est une ville conçue à une époque donnée, et à l'époque moderne surtout, par un nombre restreint de concepteurs
Elle peut être construite ou reconstruite en se servant de conditions démographiques, géographiques, politiques préexistantes. Le terrain à construire est plus libre d'entraves qu'une ville préexistante, en général, ce qui permet des projets urbains de plus grande envergure. Voilà, donc j'essaie de vous lancer à une définition plus générale, parce que pour moi, une ville ne vient jamais du néant. Il y a toujours quelque chose qui était là avant, et si ça vient du néant, ça c'est intéressant, mais en tout cas, je veux pas enfin, une ville neuve peut faire une peau neuve sans être complètement neuve. Enfin, voilà. Donc j'élargis un peu la définition. Vous me suivez? C'est pas trop étourdissant. Ok. Donc, une chose qui est très interpellante aussi avec les villes neuves à l'époque moderne, c'est la géométrie, leur clarté graphique. Parce que, justement, souvent construites sur des terrains moins encombrés, donc on pouvait pousser une idée urbaine qu'on aurait aimé faire dans une ville préexistante, et là, dans un terrain neuf, on peut le pousser plus loin. Et dans ce sens, une ville neuve souligne la pratique urbaine générale d'une époque et peut être un laboratoire d'urbanisme à la Renaissance. Et je vais d'ailleurs rebondir sur l'idée très provocateur qu'a lancée Pierre Pinon dans la conférence inaugurale, quand il a dit qu'une ville neuve, en général, est ratée. Parce que tout dépend de la définition d'abord qu'on fait d'une ville neuve, puisque si on admire un concept, si on peut penser à un laboratoire, si on peut penser à un symbole, c'est pas forcément une question de rater. Et je crois qu'il voulait dire rater en termes de peut-être qu'il voulait dire rater en termes de développement ultérieur et vie économique, vitalité économique urbaine. Et là, il y a plus à discuter, mais pour l'époque que je traite, en tout cas, il y en a une bonne partie des villes qui ont un avenir, parfois modeste, mais parfois très bien, comme Le Havre et Versailles, par exemple. Donc, le plan de ce que je vais vous dire pour ce soir commence en Italie, parce que la Renaissance commence en Italie. Enfin, je sais, c'est un peu débattu maintenant en France comme idée, mais quand même, à peu près 50 ans avant, la France avait des traditions gothiques beaucoup plus tenaces, parce que beaucoup plus riches peut-être qu'en Italie, et du coup, c'est resté plus longtemps en France, et du coup, la renaissance des idées de la ville ont été importées depuis l'Italie, dans une première période, jusqu'aux guerres de religion en France. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler pendant une bonne vingtaine de minutes sur les précurseurs italiens qui ont pu influencer par la suite les villes en France, mais je crois que ça va vous aider à comprendre les villes en France par la suite. Et alors, après, on va regarder les premières villes neuves construites en France et l'intégration, la transformation de ces modèles italiennes dans deux phénomènes liés qui vont être la grande gloire de la France, qui sont la ville militaire close et la ville princière ouverte. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire quelques points de liaison avec la ville préexistante, mais ce n'est pas le propos de la conférence de ce soir. Excusez-moi. Alors, en Italie, l'Italie est le premier pays où on a beaucoup plus d'écrits sur la ville qu'avant. Je crois que c'était une grande frustration pour beaucoup d'entre vous de vous rendre compte qu'il n'y avait pas de plan, qu'il y avait des documents mais très ardus, des documents démographiques, des paroisses et tout ça. Et en revanche, ce qui est très enthousiasmant à l'époque de
de la Renaissance, c'est qu'il y a des écrits et il y a des plans graphiques qui illustrent, avec lesquels on peut travailler. Alors évidemment, il faut les interpréter, mais quand même, ils existent. Et avec une idée d'humanisme, de s'intéresser à l'esprit humain qui et à la vie sur Terre, autant ou plus qu'à la vie spirituelle, on met l'accent sur la pensée. Et donc, on écrit des traités. Les architectes et les urbanistes vont écrire, et des ingénieurs, des artistes vont écrire des traités. Alors, ils vont le faire surtout pour trouver du travail, se mettre en valeur. Et ces traités sont lus par les dirigeants humanistes et les riches citoyens qui veulent s'informer sur le passé et embellir leur ville pour l'honneur de leur famille et de leur ville. Donc là, vous regardez depuis un moment, pardon, je suis désolée, je crois que les légendes sont un peu compressées là, sur la marge de droite. Vitruve, une édition de Vitruve qui a été faite au XVIe siècle. Et je mentionne Vitruve parce que c'était le seul... en fait, c'est un traité écrit en grec qui date du 1er siècle avant notre ère, qui est dédié à l'empereur Auguste, qui a été retrouvé au XIIIe, XIVe siècle et qui avait un énorme prestige à la Renaissance. C'était pas illustré, et donc l'interprétation de Vitruve et son utilisation a joué un rôle très important en Italie comme en France aussi au XVIIe siècle. Donc il y a Vitruve, ensuite il y a le traité d'Alberti, de Filaret et de Francesco Di Giorgio, qui sont les bases pour toutes les, à mon sens, enfin il y en a d'autres auteurs bien sûr, mais c'est les bases quand même pour des développements futurs, hein, et les réalisations. Et il y a de nombreuses éditions. Alors Filaret, c'était manuscrit jusqu'au XIXe siècle, son traité, mais en fait, il y avait beaucoup de copies qui circulaient et il n'y avait pas à l'époque la même différenciation entre des copies manuscrites et une copie éditée. Donc, Vitruve, qu'est-ce que c'était? De Architectura, c'était un manuel pratique, en fait, une sorte de livre de cuisine de toutes les pratiques de l'époque ancienne, divisé en 10 livres, et qui résumait les pratiques du monde grec sur l'architecture, l'urbanisme, mais aussi sur des sujets comme les horloges, l'hydraulique, les machines militaires et civiles. Il y a une emphase surtout sur les temples et une description des bâtiments publics. Mais comme je vous ai dit, ce n'était pas illustré. Et donc, à la Renaissance, on va interpréter ça par le prisme de la culture Renaissance. On va peut-être changer d'image. Voilà. Alors, au XVe siècle, un érudit et un fin courtisan nommé Léon Battista Alberti va écrire sur l'art de bâtir des Re Edificatoria qu'il va offrir au pape Nicolas V, qui est en train de faire de grands travaux à Rome, notamment sur de restauration de beaucoup d'églises, de basiliques, le Vatican. Et en fait, il va écrire, c'est le premier traité depuis Vitruve. C'est aussi divisé pareil en 10 livres, mais c'est en latin et c'est pas illustré. Mais et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de réclamer un statut social pour l'architecte en tant qu'intellectuel et pas simple artisan. Et il met en valeur le dialogue entre l'architecte et le commanditaire. Alors, pourquoi j'ai mis cette illustration ici? En fait, on sait qu'Alberti était aussi ami avec le duc d'Urbino.
Et on ne sait pas, on ne pense pas qu'il a peint celui-là. Voilà. Il y a une série, il y a 3 panneaux en fait. Il y a de Baltimore, d'Urbino et de Berlin. Ils s'appellent comme ça. Ils sont tous les 3 anonymes, mais ils sont conservés dans ces villes, donc c'est comme ça qu'ils ont leur nom. Et ça représente des villes idéales. Et d'après la notion d'Alberti. Donc, puisqu'il n'a pas illustré son traité, je trouvais que c'était très à propos de vous mettre une image devant les yeux. Donc, ce qu'on voit, c'est déjà un intérêt dans la perspective. On voit les pavés avec leur plan en quadrillage qui crée une point de fuite directement sur le temple au milieu, qui ressemble un peu au baptistère de Florence d'ailleurs, qui a été considéré comme un monument c'était considéré comme un monument antique à l'époque de la Renaissance. Alors, on voit une silhouette variée des bâtiments et on voit beaucoup de monuments antiques. Là, par exemple, ici dans le palais de Baltimore, un arc de triomphe, des colonnes, quelque chose qui ressemble au Colisée, donc un théâtre, le baptistère. Donc on voit une sorte d'image de la place publique au centre de la ville qui met en valeur un savoir-faire classicisante, cette nouvelle culture humaniste de l'Antiquité. On voit aussi tous les bâtiments décorés par les ordres d'architecture et des arcades. Et puis bon, c'est surtout des panneaux sur les villes. Hein. Les personnages là sont presque des figurants pour mettre de l'échelle. Et alors pour Alberti, son plan, son idéal est vraiment avant tout cette esthétique au service du plan. Du prince. Mais après, il a d'autres théories. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite là-dessus. Mais par exemple, il a une idée très originale sur le fait que c'est agréable d'avoir des villes un peu ondulantes parce que ça rend, surtout pour une petite ville, on a l'impression que c'est une plus grande ville et c'est plus varié. Donc, c'est pas quand même des perspectives monotones qu'il promeut, mais cette idée de rue ondulée, on va le voir dans une des réalisations qu'il a fait, mais après, ça ne sera reprise qu'au XIXe siècle dans la ville pittoresque. Il a aussi des notions très pratiques sur la ville, des fonctionnels, hygiéniques, avec des quartiers séparés selon les métiers, les abattoirs dans un endroit bien précis, les orfèvres dans un autre. Et il a des idées de typologie, des équipements publics, des prisons, des hôpitaux, plusieurs places. Donc tout ça, il reprend de Vitruve. Donc on voit qu'en fait, c'est une sorte de mise au propre d'une vision antique, mais aussi une vision qui peut vraiment être mise en pratique. Et il donne 2 images de ville. Une, c'est pour un prince humaniste. Donc il n'y a pas de château fort, parce que c'est un peu tyrannique. Le palais est au centre de la ville. Mais il y a quand même de la ségrégation sociale, des quartiers résidentiels, des seigneurs qui ne seront pas contaminés par des quartiers dégueux. Donc, pour l'instant, on voit un auteur, pas d'une ville idéale, mais d'une ville idéalisante, une vision de la ville qui peut amener vers le haut. Après, il a aussi une autre vision, c'est la ville du tyran. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la dystopie, le revers de l'utopie qui essaie de nous faire aller vers l'utopique, parce que je trouve que c'est assez cauchemardesque, son système pour la ville tyrannique et malheureusement sans illustration, mais s'il y a des architectes parmi vous qui aimeraient l'illustrer, ça serait un projet intéressant. Donc c'est une ville avec des murs hauts séparant les quartiers, avec le seigneur qui peut se balader sur tous les murs avec des sortes de tubes pour écouter et s'informer, espionner le public. Donc ça c'est
la ville d'un tyran. Donc voilà, on comprend bien que c'est un contre-modèle. Alors, après, en fait, Alberti il va construire quelques bâtiments, mais on va se restreindre à son œuvre urbaine. Donc, en fait, lui n'a pas construit une ville en entière, bien qu'il a beaucoup influencé le pape Nicolas V, mais son élève Rossellino a repris ses idées 5 ans après la mort du pape Nicolas V pour le pape Pie II, qui a fait de sa ville natale de Corsignano, il a converti dans la ville de Pienza. Donc c'est près de Sienne en Italie, et c'est vraiment l'exemple d'une ville albertienne. Alors pourquoi est-ce qu'il avait choisi cette ville? C'est parce que, en fait, et on va revoir ça, c'est un thème qui passe beaucoup dans le sujet de la ville du prince. Ils choisissent leur ville pour des raisons dynastiques. Pienza, c'était la ville natale des Piccolomini, et donc il a transformé un village plutôt agraire avec des agriculteurs et des laboureurs en un ville-État et une ville épiscopale. Je ne sais pas si vous voyez sur le fronton de l'église en bas, il y a les clés de Saint-Pierre. Donc voilà, dans cette minuscule ville, c'est une cathédrale qui va construire. Et on voit à droite, dans la photo de bas aussi, le palais des Piccolomini. Et on voit, évidemment, je ne sais pas si je l'ai à le souligner, évidemment, une nette ressemblance entre la place centrale et ces plans de ces villes idéales. Ça, c'est le palais par Rucellai. C'était juste pour vous montrer à quel point Rossellino cite son maître. Donc ça, c'est le Palazzo Rucellai à Florence, et ça, c'est le palais Piccolomini de Rossellino. Donc vraiment, il y a une grande émulation. Ça, c'est un plan où on voit que quand même, c'est quand même, on arrive par cette rue ici, et puis on tourne l'angle et on découvre la perspective comme ça. Ici, c'est la rue principale de la ville. Ici, c'est une rue très, très étroite et on n'entre pas dans l'axe. Donc, c'est quand même une expérience de s'acheminer dans cette ville. Et il y a cette expérience un peu ondulante dont il parle, qui rend la ville très, très plaisante, très variée et très humain, car basé sur l'expérience personnelle de la perspective. C'est quelque chose qui va être peut-être un peu perdu dans les perspectives très larges et grandes des rues, des tridents baroques, par exemple, à Versailles. Si vous comparez l'usage de la perspective, vous voyez, de là, ça commence, et là, où est-ce que ça va en venir. Voilà, le jour où j'étais là, il y avait des figurants pour un film. Voilà, ça c'est la rue qui est intentionnellement ondulée parce que ça a été reconstruite. Et donc la place centrale. Donc pour l'aspect pas humaniste mais humanitaire du pape, il a fait un petit geste quand même pour la population locale. Il en a fait de sa ville, cette ville agraire, une ville plutôt princière où il a fait venir les gens de sa cour qui ont bien voulu construire des palais dans la ville à leurs frais, mais il a quand même construit ici au numéro 7, c'est écrit Case per Poveri, il a essayé de relocaliser, il a fait 12 maisons. C'est pas beaucoup, mais c'était quand même un geste qui montre un certain intérêt pour la population, ce qui n'est pas toujours habituel chez un seigneur. Donc on voit quand même que c'est pas une ville
totalement ex nihilo. C'est une ville qui a fait peau neuve, mais en grande partie quand même. Et ce qui est très drôle, c'est que finalement, la population n'a pas tellement changé. Il y avait 1750 habitants avant et après, mais la nature de la population et le caractère de la ville a été beaucoup transformé par les travaux de Rossellino. Après Alberti, on a un autre penseur qui est, lui, encore plus utopiste et théorique dans ce qu'il fait, c'est Philaret, qui construit pour les chefs des soldats mercenaires des condottieri à Milan, Francesco Sforza, et il essaie de justement l'anoblir et aider avec son vaste entreprise d'aménagement urbain pour faire sa prise de pouvoir et le flatter, et il lui fait un traité d'architecture au même moment que ses travaux. Alors c'est un texte qui commence avec une sage dissertation sur les ordres d'architecture, un peu comme Alberti, d'ailleurs il reprend un peu la structure d'Alberti et de Vitruve, mais après il finit par les descriptions d'une ville imaginaire complètement débridée. Donc là, on a le plan de Sforzinda, donc on voit un plan parfaitement géométrique, circulaire, avec au milieu une série de places publiques qui est reliée par, il décrit ça, on ne le voit pas bien graphiquement, mais c'est par des rues et des canaux, à des places secondaires en anneaux, et puis en fait, est finalement relié à des portes. C'est marqué porta ici. Et puis ici, avec cette arcade, c'est un aqueduc pour approvisionner la ville en eau et pour faire une très belle fontaine au milieu de la place principale. Et là, en haut, on voit combien la ville est positionnée un peu comme un ovni dans le paysage. Ça, c'est un gros plan sur le projet de la ville. Et on voit, en fait, il y a un intentionnel problème symbolique avec ce plan. C'est qu'il répond à certaines demandes de la population, qui est de créer des places à des fonctions différentes, des places du marché, une place de l'église, etc. Mais on ne sait pas très bien où se situe le palais. On pense que c'est peut-être ça, le palais. Et ça flotte, parce qu'il y a un problème où le prince Sforza est en train de devenir un tyran, et Philaret veut un peu le tirer vers quelque chose de plus démocratique dans son traité. Donc, il va aussi mettre des consignes d'une société idéale, et qui vont peut-être parfois jusqu'à des choses un peu délirantes. Donc, comme exemple, je vous montre ici, c'est la maison de la vice et de la vertu. C'est une des institutions de la société idéale. Et c'est pour le perfectionnement moral des citoyens. C'est 10 étages qui montent à travers une bordelle, une académie, avec au dernier étage l'étude de l'astrologie. Voilà, donc on fait une sorte d'ascension vers les choses plus hautes et élevées. Et on voit ici, en effet, que c'est ouvert. Ici, c'est une coupe, et là, on voit l'élévation. On se demande si Boulay n'aurait pas vu Philaret quelque part. Ça rappelle un peu les constructions, les plans, les institutions des sociétés de Boulay aussi, au XVIIIe siècle. Enfin, mais, donc, est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'une utopie? Je ne sais pas si ça serait bien de le définir quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une utopie? C'est un concept qui est inventé un peu après Philaret par Thomas More, un Anglais. Il a écrit ça dans son livre Utopia en latin en 1560, qui devient un grand best-seller en Europe, qui a été surtout beaucoup réédité en France. Ça veut dire, c'est un mot qu'il a inventé, mais un mot grec, ça veut dire un lieu qui est nulle part. Et lui, il crée cette utopie justement pour
créer une idéal qui vise une attaque contre la réalité de l'État anglais sous le roi Henri VIII. Donc un peu dans cette idée, mais un peu avant quand même la création du mot utopie, on peut voir des idées vraiment plus utopiques chez Filaret quand même que chez Alberti. Mais il y a des aspects basés sur la réalité parce que ça c'est Milan et on voit bien la même forme ronde. Les fortifications circulaires qui étaient un sujet de grande fierté et cette forme géométrique avec aussi des rues radiales qui mènent à 8 portes, tout comme le projet de Sforzinda. Et évidemment le cercle, on va y revenir, avait une grande signification comme une forme platonique parfaite à la Renaissance. Une autre chose de la réalité là, c'est que Filaret va faire des vrais travaux à Milan, notamment ici au château. Il va essayer de mettre une sorte de décor un peu joli pour le rendre plus sympathique, pour donner au duc un air un peu plus sympathique. Et puis il va faire aussi un hôpital qui ne figure pas sur cette planche de Braun. Donc, je reviens à Cesariano, parce qu'on l'a vu avant, mais parce qu'en fait, Cesariano était en dialogue avec Alberti, il habitait Milan, il aurait sans doute connu Filaret, et donc maintenant, quand on voit son illustration, voilà, vous avez compris que c'est un quart d'une ville ronde, donc on voit un segment, mais qui ressemble pas mal quand même à cette idée de rue rayonnante, peut-être une arcade ici représentée par ces traits, et avec des portes et une orientation par les vents, ce qui était aussi indiqué dans le plan d'Alberti. Donc ils sont tous, de Filaret, donc ils sont tous dans une réflexion entre l'Antiquité et le classicisme, la réalité et l'utopie. Vous connaissez tous, bien sûr, archi connu, cette planche de De Vinci, l'homme de Vitruve, mais c'est De Vinci et d'autres théoristes de la Renaissance qui vont dessiner le concept exprimé par Vitruve que les proportions des temples doivent ressembler à celles de la figure humaine, un homme harmonieusement bâti, avec ses bras et mains écartés, qui s'insère dans les deux figures géométriques les plus parfaites, le cercle et le carré. Et donc c'est les penseurs humanistes qui trouvent une forme graphique et géométrique pour exprimer cette idée qui va par la suite être mise dans l'architecture et l'urbanisme de cette époque. Et il y a une grande pensée qui est suivie. J'ai mis sur la bibliographie le magnifique article de Wittcauer qui se trouve dans les principes de l'architecture à la Renaissance sur la signification des plans centrés, de toute cette pensée néo-platonicienne guidée par Platon, puis Saint-Augustin et une longue série de théologiens qui sont convaincus qu'une structure mathématique et harmonique qui lie l'univers et l'ensemble de la création. Ça, c'est par exemple un plan de ville, on ne sait pas, c'est peut-être Florence parce que bon, c'est traversé par une rivière et il y a un vrai projet de canalisation. Donc on voit que, voilà, lui aussi, c'est des plans idéaux, des villes idéales ou idéalisées parfaitement rondes pour le fort symbolisme de ces formes. Et je pense que c'est très important de souligner ça parce qu'on va voir dans les villes françaises toutes ces formes géométriques, le carré, l'hexagone, toute la France c'est l'hexagone. Enfin, on va parler de toutes ces formes et on perd un peu le pourquoi de ces formes. Et c'est pour ça qu'il faut revenir dans la Renaissance pour comprendre que les gens y croyaient vraiment.
pour des raisons intellectuelles et religieuses, a une grande signification. Donc on a des temples, ça c'est un de mes préférés, et puis on a des traités, comme Francesco di Giorgio, qui lui aussi a fait des dessins d'hommes vitruviens, tout comme Léonard, qui a fait des églises à plan centré. Et là, on a sa planche des villes, et certaines de ces villes, et on remarque qu'il y a une grande variété de plans de rue intramuros, que ce soit en spirale, radioconcentrique, en haut, spirale ou en damier, et avec ou sans des citadelles. Mais ce qu'on remarque, bien sûr, si on a l'œil pour la fortification, c'est qu'il y a des tours rondes médiévales, il n'y a pas encore des bastions. Donc on voit que c'est un petit peu avant toutes les avancées de l'artillerie qui vont vraiment révolutionner les plans de ville pour des raisons militaires. Mais même avant ça, il faut vraiment admirer le travail de Francesco di Giorgio, parce que c'est la première personne qui pense qui a une pensée non seulement humaniste de la ville, mais une pensée vraiment militaire. Quel est le mot ? Qui instrumentalise la ville pour des raisons militaires. Il dit « La force d'une forteresse dépend de la qualité de son plan plus qu'à l'épaisseur de ses murs. » Tellement il croit au plan. Donc l'idée, c'est qu'il y a une place centrale pour rallier les troupes et ensuite un plan qui lie à peu près la place, que ce soit par un carré ou par des plans radioconcentriques, ça se voit encore mieux, pour dispatcher et contrôler tout ce qui se passe sur le pourtour de la ville. Et c'est lui qui pense à ça. Et puis, évidemment, on peut aussi imaginer qu'il y a une sorte de symbolisme. Moi, je pense toujours à ce concept du panoptique que dirait Foucault plus tard. Enfin, l'idée du symbole du prince qui se met au milieu de la ville et qui commande tout, spirituellement et militairement, tout ce qui se passe autour. Alors, Béatrice vous a dit que je m'intéresse beaucoup à Vauban, donc on va parler des choses militaires aussi ce soir, parce que pour moi, les événements militaires et les évolutions de la balistique avaient une grande influence sur non seulement l'extérieur des villes, les enceintes, mais aussi les plans intramuros. On invente... il y a une longue évolution depuis le XIIIe siècle, l'invention du fusil, l'invention en Chine du poudre à canon, et puis un développement pour alléger les canons, pour les rendre plus mobiles. Il y a un événement qui est raconté par Machiavel du roi français Charles VIII qui va descendre en 1494 en Italie avec ses canons, fauchant toutes les tours médiévales sur son chemin avec ses canons. Parce que, justement, les tours hautes, comme on voit ici, en haut, dans cette section, deviennent comme des quilles, c'est ça, des quilles de bowling. On va avec un canon, la maçonnerie, des murs même très épaisses ne peuvent pas résister au choc. Et donc, il y a une sorte de terreur en Italie et on commence à repenser l'intérieur et l'extérieur de la ville. Donc c'est pour ça que je veux juste vous expliquer le b.a.-ba de la fortification de ces bastonnets. Donc déjà l'idée de la fortification médiévale, c'est les tours hautes et bien sûr parce qu'on a des projectiles, donc plus on est haut, plus on peut tirer loin et on peut surveiller. Et puis, c'est difficile à grimper. Et puis, de toute façon, l'artillerie n'est pas assez forte. C'est des projectiles surtout qui ne peuvent pas abattre ces tours. Et puis, on est assez mobile. On peut tourner autour d'une tour. Donc, la forme des tours est ronde. Tandis que, avec la fortification bastonnée, avec ces canons
et l'artillerie qui est lent à recharger et qui est lourd, on positionne les canons beaucoup plus. Et donc, on veut éviter des angles morts parce que, vous voyez, avec une forme circulaire, un mineur peut venir et planter sa mine contre le mur et le faire exploser. Et un canon, puisque vous avez tous appris dans les cours de géométrie qu'il y a un nombre infini de tangents qu'on peut mettre sur un cercle, il y aura toujours un angle mort. Et bon, il y aura toujours des mineurs morts parce que la vie était ne valait pas grand-chose et donc les mineurs mouraient beaucoup quand ils plantaient leurs bombes, mais n'empêche qu'ils essayaient de le faire. Tandis que donc on va évoluer vers des formes plus pointues où on va avoir un principe de flanquement. Donc on met un canon là, par exemple la hache et hache, et puis ils font des tirs qui protègent le mur avec une sorte de deuxième mur virtuel, si vous voulez, de tir. Ce qui empêche tout angle mort et toute approche du mur. Donc déjà, ça c'est le premier principe, c'est les formes plus pointues et un tir de flanquement. Ensuite, on va rabaisser les formes justement pour éviter ce phénomène de quille et on va quand même vouloir, ça c'est l'intérieur de la forteresse, avoir l'avantage en hauteur. Donc là, on a un tir rasant et vers l'ennemi, donc en haut, ils sont quand même protégés, mais c'est beaucoup plus subtil et ça demande beaucoup plus de calcul et de arpentage pour déterminer les différences très subtiles entre les niveaux d'une fortification. Ce qu'on voit bien dans cette coupe, parce que évidemment, si on fait une erreur dans le calcul de niveau, on va tuer ses propres soldats qui sont positionnés sur la contrescarpe. Donc, voilà, on baisse les formes et on fait un tir de flanquement. Voilà. Alors là, on voit aussi, ça c'est plus tardif, hein, ça c'est de l'époque de Vauban, c'est du XVIIe siècle, mais j'aime beaucoup ces planches parce que ça montre toutes sortes de catégories, de types. C'est une sorte d'échantillonnage de revêtements possibles pour embellir un bastion, mais un bastion est en terre. À l'intérieur, c'est en terre. Pourquoi ? Parce que la terre absorbe l'impact beaucoup plus d'une boulée avec une charge de poudre, une boulée métallique avec charge de poudre. Ça absorbe beaucoup mieux qu'un mur purement maçonnerie. Et d'ailleurs, il y a plein d'écoles, notamment en Hollande, où on n'a même pas de maçonnerie, on a juste de la terre. L'avantage de la maçonnerie, c'est que c'est plus beau et que ça évite l'érosion à long terme. Voilà, ça c'est une planche que j'ai pour montrer le principe du flanquement. Et finalement aussi, il va y avoir un progrès, ce qui s'appelle l'échelonnement en profondeur, c'est-à-dire on va mettre de plus en plus de barrières, plus le temps progresse, on met de plus en plus de barrières entre l'intramuros et l'ennemi, ce qui représente une entrave urbaine à long terme parce que ça crée une sorte de no man's land, une zone non édificandie assez contraignante pour toute expansion urbaine. Et pour des raisons sécuritaires, on n'a pas le droit de construire dans ces zones de peur qu'un ennemi pourrait y trouver un refuge et s'approcher de la forteresse. Toutes ces idées sont mises au net, si vous voulez, avec il y avait un grand événement à Rome, c'était le sac de Rome en 1527, beaucoup de démolitions, de destruction par les troupes impériales. Et il y avait une sorte de congrès qui a duré 15 ans à Rome sur comment changer la ville et les fortifications. Donc, tous ces grands penseurs comme Antonio di San Gallo le Jeune, Michel-Ange, Castriotto, Di Marchi, certains ont écrit des traités par la suite qui ont été exportés en France, ont promu le même sorte de plan centré d'une architecture avec des bastions
qu'on voit ici. Et avec l'idée qu'on mesure, plus une ville est grande, plus il faut mettre des facettes, parce que, évidemment, chaque facette se mesure par rapport au tir maximal efficace de l'artillerie. Donc, je ne vais pas... Ça, c'est la dernière série de diapos sur l'Italie. Après, on passe en France. On voit la ville de Palmanove. Je voulais juste vous montrer ça parce que c'est une réalisation qui suit vraiment de près toutes ces réflexions en Italie et qui est très prestigieux, très connu. Donc on voit bien voilà, la tour du commandant au milieu avec les plans, les rues rayonnantes, les plans secondaires, et on voit tout à fait cette évolution qui a mis plus de 100 ans depuis Alberti, mais on est venu jusqu'à des réalisations de Villeneuve en Italie. Alors Palmanove, qui est considéré comme une sorte de compromis entre la ville civile et militaire, dans la mesure où il n'y en a que certaines des rues qui vont depuis la place centrale et d'autres qui commencent depuis un diamètre secondaire, mais que quand même on a pas mal de rues qui vont soit au bastion, soit aux portes. Palmanove, c'était c'était construite par la République vénitienne dans la région du Frioul contre la peur des invasions turques. Voilà, ça c'est tel que c'est construit, donc c'était une réussite, c'était construit, et on voit d'ailleurs ici des dessins de portes qui montrent, et les casernes qui montrent que c'était une construction faite assez soigneusement, très fastueux. Et voilà une mauvaise photo aérienne, excusez-moi pour la qualité. En France, au XVIe siècle, comme je vous ai dit, il n'y a pas une tradition d'écrit sur la ville. D'ailleurs, c'est valide jusqu'au début du XVIIIe siècle. C'est peut-être que... Je pense qu'il y a deux explications. D'une part, il y a des rééditions des traités italiennes, et d'autre part, aussi... je pense que c'est vraiment une période très féconde en France, mais une période pratique. On est sur le terrain et qui est codifiée après la fin du XVIIe siècle. Villefranche-sur-Meuse donc, est un exemple de ville construite en France à l'aide des ingénieurs italiens. Cet ingénieur Girolamo Marini a été peut-être à Rome à ce colloque de 15 ans. En fait, cette réalisation, c'est la première réalisation mondiale qui montre les recherches sur le terrain, qui date d'avant Palmanove. Mais on n'a rien d'écrit là-dessus. On ne connaît pas vraiment les inspirations. Marini n'a pas tellement écrit sur ce qu'il a fait. Mais on voit bien le plan radioconcentrique avec les bâtiments de prestige sur la place, une caserne sur les périmètres. On pensait que c'était un bon endroit pour mettre les casernes parce que comme ça les soldats pouvaient sauter directement sur les remparts pour protéger la ville. Et il y a peut-être s'il y a un défaut du plan, c'est que c'est carré. Et alors le plan carré était considéré comme pas très avantageux parce qu'il fallait avoir des bastions très pointus pour accommoder une forme carrée. Et si c'est pointu, c'est fragile. Donc on préférait des angles plus obliques pour les pointes des bastions. Sinon, on aimait bien pour le symbolisme de carré, mais pour la réalité militaire, on préférait au moins des pentagones. Alors, le Havre aussi est construit à l'aide d'un ingénieur italien, Girolamo Bellarmotto, mais en plusieurs phases et aussi avec l'aide des ingénieurs français. Donc, c'est une ville construite sous François Ier, et c'était au départ
juste un petit port sur l'embouchure de la Seine, réclamé pour les Rouennais suite à la ruine d'Harfleur. Et c'est juste un petit havre pour protéger les navires, mais pas une ville. Et cette première partie est construite là, à peu près, cette boue, ici. C'est construit par un Français qui s'appelle Guyon-Leroy. Et puis après, Guyon, qui voit que en fait, la ville commence à prendre de l'intérêt, et il voit aussi l'intérêt stratégique du site, commence à le lotir. Et finalement, en 1541, donc une vingtaine d'années après sa fondation, François Ier va nommer un ingénieur italien pour y mettre de l'ordre, pour rectifier le projet de Guyon-Leroy. Et il dit, on va faire, et c'est un peu comme ce que dirait, on peut imaginer Pie II à Pienza dire ça, faire construire et édifier la dite ville, port et havre, et les décorer et orner, tant de fortifications que de beaux édifices, grandes rues et maisons faites et bâties selon un dessein qui en était par nous ordonné, suivant la vie d'aucun personnage en ce grandement expérimenté. Donc, il va surtout rectifier le pourtour. Il va aussi créer un nouveau quartier beaucoup plus orthogonal avec une rue droite qui mène directement à l'église, donc il donne une belle perspective à l'église, et un nouveau quartier pour occuper ce terrain qui s'avérait assez stratégiquement important, mais que vous voyez ici dans ce plan est vide. Et là, on va avoir des plans un peu idéalisants où on voit une sorte de tentative de planter après coup une géométrie, de montrer qu'en effet, c'était une géométrie parfaite, bien que vous voyez que les débuts du Havre, c'est une ville neuve, mais ce n'est pas aussi parfaite géométriquement, peut-être parce que c'était conçu par plusieurs étapes. Ça, c'est une période où il y avait les Anglais possédaient la ville, et justement tout le monde essaie, vous voyez bien, ils essaient d'occuper cet endroit ici. Donc eux, ils mettent le fort Warwick, qui est ensuite, c'est orienté différent. Vous êtes à l'envers là, vous voyez, le fort Warwick aurait été là, et maintenant c'est supplanté par une citadelle qui est construit aussi sous Henri III maintenant, plus tard en 1570, sur un autre Italien qui s'appelle Spinelli. Bon, comme vous savez, le Havre c'est fait peau neuve, hein, 2 fois, parce que bon, c'est une ville, une fondation de la Renaissance, et puis après, ça a été complètement reconstruite après le bombardement aux Seconde Guerre mondiale pour redevenir un bijou de l'architecte français Auguste Perret et être patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, ça nous dépasse chronologiquement beaucoup dans ce que je dis ce soir, hein, dans les propos de ce soir, mais je trouvais ça intéressant à rappeler quand même. Et que c'est une ville très florissante. On n'a qu'à aller un samedi après-midi au Havre. Le centre-ville est plein de gens, plein de vie. Donc, une ville neuve réussite. Pierre Pinon. Ok. Alors, on va aller plus vite, voilà. Ok. Vitry-le-François. Donc, et aussi construite à la demande de François Ier et puis son fils Henri II, aussi par un Italien, cette fois-ci quelqu'un qui s'appelle Girolamo Marini. C'était une ville neuve reconstruite pour des raisons militaires. C'était détruit par les impériaux en 1544, et c'est en fait ça barrait la route venant de Bar-le-Duc et du Rhin. Donc bon, c'était un emplacement assez stratégique en Champagne, et c'est un plan, donc bon, c'est un carré bastionné. Le plan central
avec des places secondaires. Donc ici, une halle, une église, et puis la grande place du marché, et puis peut-être aussi qui servait de place d'armes. Et je pensais que c'était intéressant quand même de revenir à Montpazier pour voir qu'il y a quand même dans la culture urbaine un rappel fort. Alors, ce qu'on voit en fait ici, c'est qu'il y a une sorte de pivotement des rues de desserte 1 sur 2, tandis qu'ici, les rues de desserte, c'est toujours horizontal, et ici, c'est c'est tantôt vertical, horizontal, ça varie plus le plan. Mais on voit une réflexion, je pense, basée sur ces traditions urbaines de Bastide. Et puis pareil avec les places centrales diagonales, ça c'est vraiment flagrant. Mais vous voyez la différence maintenant dans la taille des fortifications avec Montpazier. Là, c'est une toute petite bastion, mais là, c'est très très grand parce que on a besoin de plus grandes structures pour toute cette artillerie. Voilà un autre plan de Vitry. Alors, je vais sauter chronologiquement pour rester dans la lignée des villes militaires. Et après, je vais revenir en arrière pour parler des villes princières. Donc là, on est fin du XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV et de son ingénieur militaire Vauban, qui va redessiner les plans de 160 villes. Beaucoup des rois de France, d'ailleurs, vont repenser les systèmes urbains en France en fonction de besoins systématiques et militaires, mais simplement, ils ne vont pas construire tant de nouvelles villes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est toutes les postillons verts, c'est des plans créés par Vauban sous Louis XIV, et il y en a 9. C'est facile, 9 villes 9. Et puis on voit bien sûr, vous voyez ce système très très concentré dans le nord, c'est ce qu'on appelle le précaré, qui crée une sorte de bouclier artificiel là où il n'y en avait pas topographique, par un double ligne de place forte. Bon, c'est en dehors du propos, pardon. Je digresse quand c'est Vauban. Bon, ok. Alors Vauban. Qu'est-ce qu'il pense de ces villes et qu'est-ce qu'on pense à l'époque de Vauban de l'idée d'une ville géométriquement parfaite? Voilà, c'est un traité qui a été lu, c'est une sorte de manuel qui a été lu par beaucoup d'ingénieurs militaires qui montrait vraiment une synthèse de la culture militaire de l'époque. Et on voit ici que il y a beaucoup de possibilités différentes et il y a évidemment, en fait, ils essaient de montrer, c'est une sorte de manuel qui montre la terminologie, donc ça c'est la fortification médiévale ancienne, la fortification moderne bastionnée, régulière, irrégulière. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les textes autour ne donnent pas forcément une préférence, pour des raisons pragmatiques en tout cas, à une forme géométriquement parfaite. Pour des raisons pratiques, mais pour des raisons esthétiques, et je pense qu'il y a un restant de ce symbolisme renaissant, ils veulent adhérer le plus possible à des formes parfaitement symétriques. Par exemple, à la fin de cette époque, dans les années 1720, Bellidor, un ingénieur militaire, dit « À l'égard de la décoration, on ne doit rien négliger de ce qui peut flatter le coup d'œil afin qu'il règne partout un air de symétrie qui prépare autant de grâce dans l'intérieur que de force et de la solidité des fortifications et donnera de majesté à l'extérieur. » Alors, je ne sais pas si je devrais peut-être juste expliquer un petit peu ce que ça veut dire régulière et irrégulière. L'idée à la Renaissance italienne, c'était que si on pouvait tout calculer, on pouvait tout maîtriser. Tandis que plus on avance dans le temps, plus on voit qu'en s'implantant
dans le territoire, on peut utiliser justement des fronts, par exemple. Une falaise naturelle peut servir de fortification. Et donc, on s'adapte de plus en plus au terrain parce qu'on intègre de mieux en mieux le modèle. Et donc, on peut après l'adapter. Et justement, Vauban ne voulait jamais donner un modèle de ville ou de fortification, parce que ce qu'il pensait, c'est que à cette époque, ça faisait quand même 150 ans qu'on parlait de forteresses idéales et des bastions. Il dit, mais c'est pas... vous voulez, il disait, je cite, vous voulez que j'enseigne qu'une courtine est une courtine entre deux bastions, qu'un bastion est composé d'un angle et de deux faces, c'est pas mon fait. Parce que ça devait se savoir déjà dans la formation de l'ingénieur, et puis l'ingénieur devait pouvoir aller sur le terrain et s'adapter à la topographie qu'il trouvait. Et ça différencie beaucoup par exemple, Descartes, qui utilise le métaphore d'une ville ex nihilo parce que pour une philosophie cohérente, parce qu'il dit ah oui, une philosophie cohérente, ça vient d'un seul esprit, et une ville ex nihilo, c'est pareil. Donc il va, on pense que peut-être Descartes était passé par justement par Vitry, mais en tout cas il est différent dans ça de Vauban, parce que pour Vauban, il faut s'adapter aux conditions, et une ville, quand même, ça demande une réflexion à plusieurs et à prendre en compte plusieurs idées. Donc on s'adapte non seulement au terrain, mais on s'adapte aussi à beaucoup de circonstances différentes. Voilà. Donc, par exemple, là, c'est une ville, une de ces 9 villes neuves, et on voit bien que ce front ici est étiré, donc et que les formes des îlots ne sont pas parfaites, mais plus encore que ça, c'est une adaptation. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une adaptation aux circonstances locales, à la topographie, à la démographie, à l'économie. On est devant quelqu'un qui écrit des traités dans son temps de libre. Il appelle ça des oisivetés, un peu avec de l'ironie. Il va écrire la dîme royale sur une réforme fiscale. On va imposer même la noblesse. C'était considéré très radical à son époque. Et donc, il a beaucoup de pensées sur des aspects différents qui traitent de la ville et qui demandent de comprendre la ville, pas comme une pensée sur une feuille de papier dans un traité, mais comme quelque chose de très concrète. Donc, même dans les villes ex nihilo qu'il va faire, il adhère à la géométrie pour cette idée de beauté et de prestige de ces formes géométriques parfaites, mais quand même, il va les modifier beaucoup. Ça, attendez, ça c'est le plan de Noir-Dauphin. On voit bien ici, encore une fois, une place centrale avec l'église, donc c'est tout à fait dans la tradition des villes italiennes. Une pourtour plus ou moins hexagonale, hein, mais on ne voit que 3 bastions, là, et puis le reste, il utilise la falaise naturelle de Mont-Dauphin, ce qui est aussi une économie dans la dynamite pour le travail de construction. Il va aussi essayer, alors il a une autre pensée plus en profondeur pour homogénéiser ce qu'il y a dans ces villes. Et c'est très différent en fait, voilà, Vauban est face
à une situation politique et historique très différente de ce qui se passe à la Renaissance. Parce qu'à la Renaissance, il y a des principautés ou des plus petits réseaux de villes. Tandis que là, en France, au XVIIe siècle, il y a énormément de villes à gérer et un coût de guerre beaucoup plus élevé, une armée beaucoup plus grande. Et donc, il faut essayer de penser, d'avoir une sorte de pensée systématique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas avoir des modèles de ville, il ne va pas avoir une ville type qu'il faut calquer, mais il va avoir une procédure qui va essayer de disperser parmi tous les ingénieurs en les formant. Et là, il y a un système aussi de va-et-vient où il essayait de contrôler, même à distance, les chantiers. Donc là, pour ce plan de Mont-Dauphin, il dit ces bâtiments qui me paroissent répandus à l'aventure me font douter qu'ils ne s'aient pas suivi les alignements de la distribution. Donc il est en train de critiquer la distribution parce qu'il dit que les bâtiments sont un peu partout et que ça devrait revenir au plan. Mais en regardant, c'est notre ville neuve, on voit bien qu'il y a une grande diversité dans les villes neuves, dans les 9 villes neuves, mais quand même ce principe de régularité pour la beauté et pour le symbolique. Parce qu'évidemment, c'était très prestigieux de construire des villes ex nihilo. Donc voilà, peut-être la ville la plus connue de Vauban, la ville de Neuf-Brisach. Et pour moi, c'est un échec total. Parce que, justement, non, c'est un échec partiel. Voilà. C'est une réussite parce que ça a l'image d'une ville qui nous fait penser. Et que ça a cette parfaite graphisme qui montre un système passionné, très compliqué, très performant, que ça s'appelait le 3e système de Vauban, et un parcellaire parfaitement maîtrisé. Mais là où c'est un échec, c'est l'aspect de Vauban qui voulait être flexible et qui était un peu les mains liées, surtout en fin de carrière, et qui ne voulait pas construire Neuf-Brisach du tout. Il aurait voulu refortifier la ville qui était à côté, la ville de Colmar, d'ailleurs une ville neuve du Moyen-Âge. Il aurait voulu refortifier Colmar, et non, le roi lui a forcé la main, donc il a fait cette ville qui n'avait pas de population, il n'y avait pas de raison politique, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas donné les moyens politiques à la ville de Neuf-Brisach qui permettaient à des gens d'avoir un intérêt économique pour venir, par exemple transférer le conseil souverain de Colmar à Neuf-Brisach pour faire venir la population. Aussi, c'était après la révocation de l'édit de Nantes, c'était une région protestante et les protestants n'avaient pas le droit de s'établir à Neuf-Brisach. Il y avait même une rue qui s'appelait la rue Saint-Barthélemy. Donc, il y a un aspect un peu dystopique, je trouve, de Neuf-Brisach, surtout quand on pense que c'est quand même construit par quelqu'un qui a écrit aussi un traité non seulement pour les impôts, la dîme royale, pour des impôts plus équitables, mais aussi pour faire revenir les Huguenots en France. Il était pour la réinstallation de l'édit de Nantes. Donc, Vauban avait quand même une vision de la société aussi, qui le met dans cette pensée idéalisante des bons urbanistes de la Renaissance. Et c'est dans ces termes-là que Neuf-Brisach était un échec. Et puis c'était aussi un échec démographique assez impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que par son graphisme, il nous montre bien une démarche de maîtrise qui est propre à l'époque de Vauban et qui est poussée beaucoup plus loin qu'à la Renaissance italienne, qui est vraiment une maîtrise du parcellaire. Donc, je vous montre quelque chose qui aurait pu peut-être influencer Vauban, c'est le traité de Dürer, hein,
d'une ville et on voit toutes les maisons, les écuries. Il y avait un nombre fixe d'habitants pour cette ville. Et puis là aussi, en France, là où il y avait des traités, c'était pour définir le parcellaire, mais à partir du parcelle, pas à partir d'un plan total. Et là, je vous en montre un qui est... bon, je vous le montre parce que ça vient de ma fac de Columbia à New York. C'est un manuscrit, mais qui est très célèbre et qui a été reprise par André de Cerceau, par Lemué, Pierre Lemué aussi, qui ont tous fait des études parcelle par parcelle de maisons, de villes, de différentes dimensions selon le statut de chaque habitant, selon ses moyens. Donc, le traité de Lemué, par exemple, va de 4 mètres de large à 20 mètres de large pour une maison de ville. Et là, ce qu'on voit chez Vauban, c'est qu'il va prendre cette culture urbaine et il va essayer de l'implanter pour totalement maîtriser la démographie, que ce soit pour les soldats, ici, on a une caserne, pour les chevaux, là, c'est les stalles de chevaux, ou pour les parcelles d'habitants. Là, on voit, c'est une parcellaire très modeste parce que on voit qu'ils vont partager des puits ou même une entrée et un escalier à l'étage entre deux maisons ici. Et ça, c'est un exemple des façades. Et j'ai photographié pour que vous voyez, ça c'est un Mont Dauphin. On voit que c'était assez représentatif des façades de l'époque. Et là, c'est le plan de lotissement de Neuf-Brisach où on voit que démographiquement, c'était un échec total parce qu'on voit tous les numéros qui sont vides et toutes les parcelles qui sont vides. Mais bon, c'est quand même... ça montre cette pensée qui essaie de contrôler et d'aménager le territoire par une connaissance statistique des ressources et puis après par une manipulation de ces ressources dans les villes. Et Vauban, dans ses mémoires sur la fortification d'une place, va aussi dire qu'il faut une halle parce que si on a une halle couverte, il y aura un marché, la ville va s'enrichir, du coup la ville va payer plus d'impôts et va payer ses propres fortifications, ça va faire du bien pour la fortification, pour le royaume. Il va aussi essayer de prévoir la population nécessaire, la population militaire nécessaire pour une ville et la population civile. Et il va le compter aussi. Il va dire on a besoin de 500 soldats et 200 cavaliers par bastion. Et chaque soldat, et après il compte le nombre de lits. Et puis il dit après on a besoin de tant de perruquiers, de charretiers, d'aubergistes, et ainsi de suite. Et il va essayer d'avoir une idée sur la population idéale voulue dans chacune de ces villes. Et encore une fois, ça se voit bien dans les villes neuves, mais il fait ça pour toutes les villes. Hein. C'est pas que dans les villes neuves. Pour Longwy, qu'on a vu avant, je ne vais pas passer en arrière, mais il réussit exactement en déplaçant l'ancienne ville basse et de population, il réussit à avoir 350 familles, c'est exactement ce qu'il voulait, tandis qu'à Neuf-Brisach, pas. Ça c'est juste c'est des postillons qui sont signés par Vauban. On voit l'implantation de Neuf-Brisach dans le territoire et je trouve que si vous vous rappelez du plan de Philaret que je vous ai montré sur Sfortzinda, au début c'est un peu la même idée d'une sorte d'ovni qui s'implante dans le territoire et c'est tout le problème de Neuf-Brisach. Ça c'est une des seules. Alors Neuf-Brisach a été aussi beaucoup bombardé et 90% détruite à la guerre franco-prussienne. Ça, c'est une des seules maisons qui restent. On voit quand même cette culture Renaissance aussi sur la place centrale avec son église, avec son puits, avec une colonne.
avec un fleur de lis dessus qui symbolise le pouvoir du souverain. Pour conclure cette partie sur la ville militaire, on voit bien en France, au XVIIe siècle, une adaptation plus fin au paysage politique et démographique et un plan plus adapté au terrain qu'auparavant. On voit bien qu'il n'y a pas une modèle de ville militaire. Vraiment, je répète ça parce qu'on n'arrête pas de dire que Neuf-Brisach, c'était l'idéal, c'était la ville la plus parfaite de Vauban, et c'est compliqué, comme vous voyez. Enfin. Et puis, finalement, bon, je me répète un peu, mais que Vauban, c'était un praticien qui ne voulait pas faire une théorie, mais quand même, il rêvait. Il avait un aspect utopiste. D'ailleurs, il conseillait à ses ingénieurs apprentis de rêver, de ne pas se laisser limiter par le réel, mais de pousser leur réflexion plus loin, justement, pour conseiller le roi au mieux de la bonne direction, d'évoluer pour son royaume. Donc maintenant, on va venir à la ville, la deuxième sorte de ville, donc une ville princière en France, en parlant des exemples d'enrichissement, Charleville, Richelieu et Versailles. Donc ici, on a un des rares traités d'urbanisme qui est très énigmatique, qui est écrit par quelqu'un qui s'appelle Jacques Perret. C'est un huguenot, un savoyard, un mathématicien, un ingénieur militaire, mais il n'explique pas beaucoup, enfin il donne des explications très sommaires dans son traité, et vous voyez aussi ici, je ne sais pas si vous lisez bien, tu aimerais ton Dieu, enfin c'est des citations de l'Ancien Testament, mais qu'il n'explique pas, mais on imagine que c'est une sorte d'idéal religieux qu'il essaie de mettre dans ces villes qui sont évidemment influencées par la tradition de la ville idéale italienne. Il est aussi contemporain à Henri IV, et les travaux d'Henri IV vont beaucoup l'influencer. Alors ma préférée, c'est cette ville-là, dans ce traité. C'est une ville de 23 côtés. Et on dirait presque des gratte-ciel, enfin ces tours. Hein. Et ça se voit mieux peut-être dans celui-là. Il est peut-être en train de promouvoir des habitations collectives. Là, donc, encore une fois, une vision peut-être un peu utopique de la société. Donc, Perret va un peu influencer d'autres par la suite. Donc, ici, on a l'exemple de Charleville, en Champagne-Ardenne, sur la Meuse. Et c'est fondé par un Italien, en fait. Mais un Italien qui est courtisan du roi Henri IV, dont il est le cousin. Il est en fait le plus grand seigneur de la cour, et il va essayer de faire un acte courtisan en construisant une ville neuve en honneur du roi. C'était un homme singulier, il n'était pas protestant, il était en plein contre-réforme, il voulait même, il fonde un ordre de chevalerie pour délivrer Constantinople, il veut faire une autre croisade. Et donc, cette ville aussi est très marquée par une présence des églises. Attendez, voilà, je vais vous montrer un plan. Mais pour plaire au roi, il va faire tracer la ville par Edmé Moreau. C'est le neveu de l'ingénieur Chastillon qui est un des architectes qui fait par exemple la place de France d'Henri IV. Et son architecte est probablement Clément Métézeau, qui est le frère de Louis Métézeau, qui est l'architecte de la place royale. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'il utilise exactement les mêmes architectes que le roi. Donc, ça, c'est la ville nouvelle. Et à côté, il y a une ville plus ancienne, médiévale.
Donc on voit des plans qui nous rappellent maintenant un peu Vitry-le-François avec une place, sauf que la différence c'est que si on compare, il y a vraiment une prolifération de places. Il y a vraiment beaucoup de places qui aèrent beaucoup la ville, qui la rend très agréable. Et on voit la place ducale centrale en briques et pierre, tout à fait dans le style de la place des Vosges, à part les pavillons, les hautes des toits, qui sont plus prononcés. Juste un petit rappel. Place des Vosges. Voilà, donc ça c'est une ville, donc en fait un acte courtisan. Un deuxième acte courtisan, presque contemporain, c'est Enrichement, construit pour Sully, qui est lui protestant, et qui va s'inspirer plus étroitement dans son plan de Perret, peut-être parce que c'est un co-religionnaire. D'ailleurs, il fait aussi construire, il utilise un architecte royal qui est magnifique, Salomon de Brosse, c'est l'architecte qui a fait le palais de Luxembourg à Paris, et il l'utilise pour l'architecture civile et les arcs de triomphe, et c'est magnifique. Mais Salomon de Brosse aussi était protestant. Alors, j'ai commencé à faire des recherches sur cette ville, et il paraît que l'idée que c'était une ville de sûreté protestante est fausse, parce que c'était à peine fortifié, donc ça ne pouvait pas être une ville de sûreté. Mais en revanche, c'était construit un peu pour les raisons religieuses, parce que Sully voulait rester protestant, il ne voulait pas abjurer. Et pourtant, il voulait accéder au poste le plus haut militaire en France, qui est le connétable. Et Henri IV voulait qu'il abjure pour le devenir, puisque lui-même l'avait bien fait. Mais et bien que Sully l'avait aidé avec la fortification de 47 villes et à reconstruire Paris et le Louvre, il n'a pas réussi avec cet acte. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il a construit cette ville un peu... Ah voilà, une porte de Salomon de Brosse, là, magnifique. Avec ce maniérisme, regardez ces rouleaux-là. Puis les grandes clés de voûte. Il arrive à faire construire sa ville en faisant venir les courtisans, un peu comme on voit dans toutes les villes nouvelles. Quand on a un pouvoir politique, on peut faire venir des gens qui vont construire. Il utilise d'ailleurs le même mécanisme de spéculation immobilière qu'a utilisé Henri IV pour la place des Vosges, mais avec un petit problème, c'est qu'il essaie de faire la ville pour montrer que même si Henri IV a été assassiné, il pourrait devenir protecteur de ses enfants encore mineurs. Et en fait, personne n'aimait Sully. Il paraît qu'il était insupportable. Et donc, à la mort d'Henri IV, il est tombé du faveur de la cour. Et du coup, tous les courtisans sont partis et la ville ne s'est jamais entièrement fait construire. En revanche, Richelieu est une ville princière qui arrive à se faire construire, surtout parce que Richelieu est plus puissant. C'est un peu comme on a vu avec d'autres villes, c'est pourquoi est-ce que je choisis ce site qui paraît assez... n'a pas beaucoup pour lui côté économique ou routier, mais c'est parce que c'est la maison dynastique de sa famille, et c'est là où est née je crois que c'est sa mère qui est enterrée là-bas. Et donc, un peu aussi, comme on a vu avec les Bastides, il a une fief là-bas, et ça montre ses forts liens au roi, ce qui va d'ailleurs montrer avec la porte d'entrée, où il a une grande statue de Louis XIII, et puis avec un Mars, un Hercule,
des colonnes pour montrer le rostral pour montrer les victoires maritimes. Donc, il est en train de mettre en valeur toutes ces prouesses, lui, de conseiller maritime et militaire, et tout ça en soutien pour le roi dans un fief nommé Richelieu. Donc, une sorte de glose entre les deux pouvoirs qui montre les aspirations de Richelieu de s'associer fortement avec le roi. Et alors, avec Richelieu, vraiment, on peut voir une énorme nouveauté en France. Et c'est là où on voit les germes de quelque chose qui va devenir une particularité française, qui aura une longue suite. C'est la ville avec un château associé. Donc on voit une ville un peu comme au Richemont, avec un plan orthogonal. Bon, là, il y a une place, en fait, la ville va doubler par la suite. Je vais vous montrer ça par une photo aérienne. Mais en tout cas, un plan régulier, un peu comme les autres villes princières. Mais ce qui est très, très nouveau, c'est qu'il n'y a pas de place centrale, parce que la place ici avec l'église se dirige vers cet axe perpendiculaire et vers l'axe ici du château. Donc il y a un lien fort entre l'axe du château et l'axe de la ville et le jardin et plus loin tout le paysage de la France que ça domine par un trident. Et ça, cette formule, ça naît à Richelieu et c'est une grande évolution en avant enfin, on va regarder les sources de ça dans un instant. Voilà le château. Donc ici, le château ancestral que le Mercier va renverser pour aller dans ce sens, avec le trident, la basse-cour. Hein. Ça fait un peu penser à Versailles, avec la différence que Richelieu veut absolument garder la forme fermée, qui est un peu ancien d'un château fort, encore une fois pour asseoir son pouvoir dans le passé. C'était intentionnellement archaïsant. Voilà la ville qui est totalement construite. Attendez, je cherchais les dates pour vous. Voilà, les travaux durent de 1633 à 1642. Et on voit que finalement, il y a eu un dédoublement. Donc là, il y a la place avec l'église, et là, une deuxième place où il y avait un monastère, je crois. Donc il y a l'église et les halles dans la place qui est plus proche du château. Et puis, un peu comme aurait voulu Vauban plus tard, un contrôle assez étroit du parcellaire dans les maisons qui sont construites selon vraiment un modèle, pour le coup, par un maître maçon, c'est pas Jean Barbet, et il construit 32 maisons semblables pour 10 000 livres chacune, que chaque courtisan est censé acheter, financer, mais en fait, dont on voit, là je cite les travaux d'Alexandre Gady, qui a beaucoup travaillé sur le Mercier, on voit que ces travaux, ces dimensions en fait correspondent à des gens plus modestes que les courtisans, parce qu'ils ils voulaient pas habiter ici, c'était nulle part. La Fontaine appelle Richelieu la plus beau village de l'univers. Et c'est vrai que c'est un village, la cour ne va pas habiter ici, mais ils construisent quand même, et puis, mais sur un modèle qui est plus approprié pour des locataires plus modestes. Et là, c'est tel que c'était construit. Et d'ailleurs, c'est un secteur sauvegardé depuis 1965. Alors le château a été complètement démantelé à la Révolution, après la Révolution en 1805. Il reste très très peu du château. En revanche, la ville subsiste presque entièrement. Alors, c'est pas entièrement un échec, parce que ça a quand même développé. Puis bon,
vous voyez, le concept n'est pas du tout un échec, mais ça n'a pas beaucoup développé économiquement à cause des problèmes inhérents de son site. Alors voilà, maintenant, on vient au bouquet final Versailles. Là, c'est un Versailles en ballon, donc une gravure du 19e siècle. Donc, mais voilà, ce qu'on voit ici, c'est donc le château associé au jardin et la ville avec cet énorme trident qui se déploie dans le territoire, qui symbolise, si vous voulez, une sorte d'emprise sur toute la nature, toute la construction humaine. C'est assez puissant comme idée. Donc, on a vu les germes à Richelieu, mais ici, la ville est entièrement ouverte. Il n'y a pas du tout de clôture. Et puis aussi, l'axe, il n'y a qu'un axe, tandis qu'à Richelieu, il y avait quand même l'axe perpendiculaire. Alors, d'où viennent ces idées? Alors, j'ai oublié de mettre sur la bibliographie, je suis désolée, il y a un penseur qui est merveilleux, qui s'appelle Thierry Mariage. Ça s'écrit avec un R, M-A-R-I-A-G-E. Il a écrit un livre qui s'appelle L'univers de Le Nostra et qui parle de l'influence de l'art des jardins sur l'art urbain. Et en parlant du grand architecte paysagiste Le Nôtre, qui a dessiné en fait le plan de Versailles, et en s'interrogeant sur ses inspirations, il a vu que cette emprise sur le territoire et sur les dénivelés et le savoir topographique que cela demandait était peut-être à l'origine dans les villes militaires. Et donc ici je fais une comparaison entre une coupe du jardin de Vaux-le-Vicomte et une coupe d'une fortification que je vous ai montrée avant. Et j'ai essayé de mettre des photos qui vous montrent aussi, c'est cette idée de surprise baroque qu'on voit pour des raisons militaires dans une fortification. Donc ça, c'est Neuf-Brisach quand on arrive de l'extérieur. Et on voit que toutes les surfaces sont planes, on voit à peine les fortifications. D'ailleurs, les fortifications et les plans de fortification étaient secrets militaires parce qu'il n'y avait pas de montgolfières, on ne pouvait pas voir comment ils étaient faits exactement et on ne les voyait pas parce que c'était cette idée de rase campagne à la vue qui se découvrait à l'approche. Voilà, un autre depuis l'intérieur de Neuf-Brisach. Donc là, on voit le rasant, le tir rasant depuis la hauteur, mais tout doucement vers l'extérieur. Et puis là, on voit les terrassements à Versailles, donc vers le château, avant la construction de la galerie des glaces d'ailleurs, mais qui montre bien ce qui pourrait être vu comme des fossés et des contrescarpes. Et d'ailleurs, il y a des traités de architecture hydraulique qui, dans le même traité, parle de l'hydraulique pour des fossés, pour des canaux et pour des fontaines. Donc c'était vraiment un savoir qui était partagé entre les ingénieurs civils, les ingénieurs militaires et l'architecture, on peut dire, de plaisance, mais qui était dans les écrits de l'époque comme Mademoiselle de Scudéry, par exemple, vivement senti comme symbolique. On comprenait à l'époque. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de symboles de la vie militaire en dehors de l'armée. Des gens qui s'habillent en kaki, enfin bon, c'est une sorte de référence à une réalité militaire. Enfin. Donc là, on voit aussi cette vue depuis le château. Donc ça, c'est vers le Grand Canal et la fontaine de la Tonne. Et alors, pour essayer de comprendre les origines, il faut peut-être revenir un peu dans l'urbanisme baroque à Rome, donc, qui était à la fois réfléchi pour les pèlerins,
enfin, parce qu'il y avait toujours des foules de pèlerins qui venaient pour visiter les différents monuments de Rome, hein, mais aussi, comme on a dit avant, ces idées de circulation dans la ville, hein, étaient aussi en plein centre d'une réflexion militaire, comment déployer les canons, par exemple, ou les troupes. Donc on a vu ça depuis un point central de ravitaillement, et un trident, en fait, est une idée un peu qui dérive de cette idée de plan central. On va d'une place d'armes, et on une place devant une porte, et puis les rues en trident se déploient vers l'intérieur. Mais c'est la même idée de rue radiale. Voilà notre photo, vue. Et puis, bon, voilà, c'est donc pour revenir sur les plans du début du XVIe siècle à Paris. J'avais promis dans mon synthèse que j'allais vous parler un tout petit peu de Paris. On voit des tridents symboliques qui vont nulle part, hein, à l'hôtel des Invalides, par exemple. On voit aussi le fait que Paris va perdre ses murs et ses fortifications, va devenir ville ouverte à cette époque, un peu à l'image de Versailles. Et les fortifications vont être remplacées par un boulevard et avec des portes symboliques. Là. Mais bon, ça, je dépasse un peu le sujet de cette conférence. Bon, mais quand même, je ne pouvais pas ne pas vous montrer ce magnifique plan qui ressemble à une moitié de ville idéale par Claude Chastillon, donc un des architectes qui a aussi travaillé sur Henri Chemont, et qui donc fait Charleville, et qui donc fait un plan qui ressemble à un plan radioconcentrique qui s'appelle la place de France, où il y a eu beaucoup de bâtiments qui servaient à l'État, mais aussi une halle. Et on voit que ça a été commencé à être tracé dans les rues de Paris par la rue des Bellêmes, mais que bon, c'est resté lettre morte parce qu'à l'assassinat de Henri IV. Voilà les Invalides. Bon, aussi, il y a les places royales, hein, à Paris. Et donc, tout ça aurait pu influencer cette configuration à Versailles. Le militaire, le baroque, les tridents, les jardins. Mais enfin à Richelieu, l'association d'un château avec une ville. Parce que bon, il y a toujours eu des châteaux forts dans une ville, ou des citadelles dans une ville, mais l'idée d'avoir un château un peu à côté, avec une ville ouverte, qui en dépend, ça c'est totalement nouveau. Et on voit ici donc des places, donc ici une place qui ressemble à la place Vendôme. On voit ici cette place centrale qui divise le château du fameux trident, qui s'appelle place d'armes quand même, hein. Donc le ralliement, comme dans les villes militaires, le place d'armes centrale. Et puis voilà, je vous ai juste montré des exemples de rayonnement de cet exemple donc à Vienne, à Karlsruhe. Et juste pour finir, des images de portes de ville qui sont déployées, que ce soit dans une ville militaire ou une ville civile, bien sûr avec ou sans enceinte. Et je trouve que c'est une bonne image pour faire le lien entre toutes ces villes, parce que je vous ai parlé de deux typologies. La typologie militaire d'un côté et la typologie ville ouverte, princière de l'autre. Mais comme vous avez vu, il y avait eu beaucoup de fécondation entre les deux types. Et la Renaissance est restée dans tout ça. Et on a vu, par exemple, dans les gravures, dans les peintures du début de cette conférence des villes idéales, des portes de villes à l'antique, et bien voilà, on continue à faire, à l'appui de l'Académie,
des études dans l'Académie des villes, des portes de ville, comme ici la porte Saint-Martin. Voilà, et on va l'étudier dans l'Académie, mais on va aussi bien orner les portes de ville comme Neuf-Brisach avec des portes à l'antique que des portes purement honorifiques, ce qui montre quand même une même communauté de pensée humaniste et de splendeur qui traverse tout ce corpus de Villeneuve. Voilà, je vous remercie.